Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris. Aujourd'hui, je vais parler du Chili puisque désormais nous savons de manière plus précise quelle sera la constitution du gouvernement tant attendu qui étonne le monde de Gabriel Boric, qui a donc été élu assez largement à l'élection présidentielle chilienne de décembre 2021. Et aujourd'hui, eh bien, le nouveau président, qui est donc président élu, comme on dit dans la terminologie sud-américaine, eh bien, a présenté les 24 ministres qui vont former ce gouvernement avec tant de défis à relever devant lui. Alors, 24 personnes et une majorité de femmes, c'est le premier point qui est souvent souligné à juste titre, puisque 14 femmes sont dans ce gouvernement contre 10 hommes, et je vais y revenir, ce n'est pas simplement une parité numérique, arithmétique si je puis dire, mais les femmes occupent parmi les principaux postes de ce gouvernement et en tout cas ont la charge de certains ministères régaliens de l'État chilien. Je pense bien sûr à la défense, aux affaires étrangères et également, j'y reviendrai, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui n'est pas un petit ministère au Chili, on va y revenir. Alors c'est aussi, avant de creuser cette question des femmes au pouvoir avec Gabriel Boric, c'est aussi un gouvernement qui met en valeur une génération de militants politiques de la gauche chilienne, puisque, outre le président élu de 36 ans, qui va avoir 36 ans, qui est le premier président d'ailleurs au passage chilien à ne pas avoir de diplôme universitaire, puisqu'il a passé une bonne partie de sa vie à militer politiquement, eh bien il y a d'autres leaders, comme on dit au Chili, des mouvements sociaux étudiants de la génération des années 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui, en particulier l'homme de confiance de ce gouvernement Boric, qui est Giorgio Jackson, qui est un jeune trentenaire aussi, qui est le désormais ministre de la Présidence et qui va être chargé d'un rôle tout à fait stratégique, qui est celui du rapport au Congrès. Et aussi Camila Vallejo, qui est une figure des mouvements étudiants de 2011 au Chili, qui est elle une militante, une dirigeante du Parti communiste chilien. C'est d'ailleurs la seule représentante du Parti communiste qui est dans l'alliance de M. Boric à ce niveau dans le gouvernement, puisqu'elle est porte-parole à 33 ans du gouvernement de M. Boric, et elle sera aussi la secrétaire générale du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle aura un rôle dans la coordination en fait des équipes ministérielles et dans l'interministériel au sein du gouvernement de M. Boric. Donc une génération de militantes de gauche issues des mouvements sociaux qui désormais occupent l'appareil d'État, en fait, au plus haut poste. C'est un premier point. Le deuxième point, je l'ai dit, la parité et au-delà, l'importance des femmes dans des ministères régaliens. Alors des femmes qui, elles, sur le plan politique, ont des couleurs un peu différentes, puisque deux de ces ministères sont tenus par des personnalités dites indépendante, mais quand même globalement assez proche et assez liée à la social-démocratie chilienne, ce qui est une couleur en fait assez dominante dans le gouvernement de M. Boric, issu du Parti socialiste chilien. Je pense à la petite fille de Salvador Allende, qui est au sein de ce gouvernement, Maya Fernandez Allende, qui a 50 ans, et qui est désormais la ministre de la Défense, c'est pas peu dire, du Chili, un Chili qui va devoir commémorer l'année prochaine, en 2023, les 50 ans du coup d'État contre Salvador Allende, son grand-père, par l'armée dirigée par Augusto Pinochet, et donc elle va avoir la responsabilité d'organiser ces commémorations. Alors ces rapports avec l'état-major chilien sont en fait pas mauvais, puisqu'elle a eu des responsabilités très importantes au Congrès, souvent sur les commissions, sur les questions militaires, et elle a une expérience en fait déjà de travail avec les hauts gradés chiliens, mais évidemment son nom résonne dans la mémoire collective, et c'est pour elle évidemment quelque chose de très important, et c'est assez historique de voir cette petite fille d'Allende qui va devoir organiser les commémorations de la dictature chilienne, enfin de la fin de la démocratie chilienne et de l'avènement d'une dictature parmi les plus sanglantes d'Amérique latine qui a provoqué le suicide de son grand-père le 11 septembre 1973. Mais elle est donc proche du PS, c'est là où je voulais en venir. La deuxième personnalité féminine de poids dans ce gouvernement, proche elle aussi de la social-démocratie chilienne, du Parti socialiste, eh bien, c'est Madame Antonia Urrejola, qui est la nouvelle chancelière, comme on dit en Amérique du Sud, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, qui est quelqu'un qui a pris des positions assez fortes ces dernières années contre des pays issus de la gauche des années 2000. Je pense au Venezuela, je pense à Cuba,
qui est avant les années 2000. Je pense aussi au Nicaragua. Elle a été l'assistante, une des conseillères de M. José Miguel Insulza, qui est l'ancien secrétaire général de l'Organisation des États américains, qui était connu pour ses positions assez proches de Washington et qui a, au sein en particulier de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Madame Urrejola, a pris des positions assez fermes contre les gouvernements de la Havane, de Caracas et de Managua. Et c'est dans le ton général, puisque M. Gabriel Boric a déclaré que selon lui, le Venezuela était une expérience qui avait échoué, qui était une expérience qui était un échec historique, prenant pour preuve le départ de près de 4 ou 6 millions de Vénézuéliens de leur pays. D'ailleurs, une partie des centaines de milliers sont au Chili, ce qui est un élément de la politique intérieure chilienne. Et donc, certainement, ces déclarations font écho à ça, alors que la droite chilienne, en permanence, fait une campagne contre ces Vénézuéliens en disant si vous avez la gauche au pouvoir au Chili, vous aurez le Venezuela au Chili. Donc, probablement, ça explique la position de M. Boric, mais en tout cas, elle est étayée par celle de sa nouvelle ministre des Affaires étrangères, donc on connaît ses positions. Alors évidemment, ça va créer des tensions et peut-être même un schisme entre cette gauche un peu renouvelée, modernisée dans son actualité, avec cette parité féminine, etc., les mouvements sociaux de centre-gauche plutôt plus modérés, qui certainement est dans une phase un peu de prise de distance avec leurs aînés des années 2000. Donc des postes régaliens pour les femmes, il y en a beaucoup d'autres, mais un gouvernement sur le plan politique dont on peut commencer à apercevoir le contour. Ce gouvernement, je l'ai dit, est un gouvernement qu'on peut qualifier de centre-gauche. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Camilla Vallejo elle-même qui a dit ce gouvernement est fondamentalement de centre-gauche. Il va promouvoir les idées de la social-démocratie européenne. Ce sont ces mots, donc je crois que ça situe assez bien la perspective. Alors bon, on peut s'interroger parce que cette social-démocratie européenne est quelque peu essoufflée, donc il faut espérer que ce soit une référence qui ne s'applique pas à eux-mêmes sur place. En tout cas, c'est en gros le point vers lequel on va. C'est un gouvernement où l'équipe de Apruebo Dignidad, la coalition de M. Boric est majoritaire, mais les gros ministères et les endroits où ça compte beaucoup sur le plan économique, financier, etc., c'est quand même plutôt le centre-gauche, les équipes de Mme Bachelet, le Parti socialiste chilien et la nomination au poste clé du ministre des Finances et de l'économie de M. Mario Marcel, de 62 ans, qui est l'actuel président de la Banque centrale chilienne depuis 2016. C'est effectivement un gage qui est donné par M. Boric aux élites financières et économiques chiliennes, mais aussi aux marchés financiers internationaux et aux institutions comme le FMI, etc., en mettant quelqu'un dont on connaît, grosso modo, le respect de l'orthodoxie libérale en matière de finances publiques, en matière de fiscalité, pour que, en gros, les marchés financiers n'attaquent pas le Chili avec ce gouvernement et que le président Boric s'engage à une politique assez modérée en matière de dépenses publiques, etc., pour éviter, de leur point de vue, que l'endettement et le service de la dette chilienne s'emballent et que les capitaux fuient trop le pays, etc. C'est un pari qui est fait d'envoyer un signe, plutôt consensuel vers les marchés financiers, comme ces derniers l'exigeaient à travers la voix du Financial Times, par exemple, au mois de décembre, avant le deuxième tour. Donc on est clairement sur un gouvernement qui aura des ambitions assez modérées, qui vont se confronter désormais aux défis qui lui sont posés. C'est d'abord la question économique et sociale, la pauvreté et les inégalités, c'est une économie compliquée, c'est aussi des questions à régler qui ne sont pas simples, en particulier dans la région des Indiens Mapuche, la Araucania, qui est une région au centre-sud du Chili où vivent les populations indiennes Mapuche, où il y a actuellement un état d'exception constitutionnelle qu'a mis en place le gouvernement sortant de Piñera en octobre 2021, où il y a des violences, où il y a des revendications sur les terres ancestrales des Amérindiens, ce que soutient M. Boric. Et en même temps, il y a des violences qui sont le fait de milices privées, de la police et aussi de groupes politiques assez radicaux mapuche qui utilisent aussi la violence. Tout ça crée une situation très complexe
Et la troisième femme importante de ce gouvernement va devoir gérer ce dossier. C'est Madame Iskia Sitché, qui a 35 ans, et qui est en gros sa ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui a été la directrice de la campagne de M. Boric, qui a apporté un dynamisme très fort entre les deux tours, qui est une médecin qui était présidente du collège de médecine chilien, qui est une indépendante sur le plan politique, est une jeune femme dynamique et qui a vraiment été très populaire parce qu'elle a beaucoup critiqué le gouvernement dans sa gestion de la pandémie. Elle est devenue très célèbre au Chili. Elle a rejoint M. Boric, elle va jouer un rôle important. Elle a la responsabilité de l'intérieur et de la sécurité publique. Elle devient la chef de la police chilienne, laquelle police a été quand même très très critiquée et concernée par les violences commises lors des manifestations du mouvement social de 2019. Beaucoup de policiers sont impliqués dans des condamnations ou dans des procès et toute la question ça va être de savoir comment gérer ça. Est-ce qu'il va y avoir des amnisties? Est-ce qu'ils vont être jugés? Ça va être compliqué, elle va devoir prendre ça en compte et puis elle va devoir régler cet épineux sujet donc de la Araucanía et des violences qui y sont. On sait que le président Boric est favorable à reconnaître les terres ancestrales des Mapuches, qu'il les soutient politiquement depuis toujours, mais il va devoir gérer ces violences qui touchent à la fois des Indiens mais aussi des non-Indiens et elle va devoir gérer ça. Donc on voit que les défis sont sur le plan intérieur d'abord sécuritaire assez important avec une droite qui est toujours très très active et forte malgré tout et une droite qui est très présente au Congrès où M. Boric n'a aucune majorité puisqu'on l'avait déjà vu ensemble. Au Sénat, il a un sénateur sur les 50. La gauche en a 24 avec le Parti socialiste, ce qui explique son système d'alliance au gouvernement et la place donnée à cette social-démocratie chilienne qui a perdu les élections présidentielles mais qui est toujours présente dans le pouvoir législatif et au gouvernement. Ça explique cela. Et aussi parce que au sein de la Chambre des représentants, des députés, donc, eh bien, sur 155 sièges, M. Boric, avec son propre parti, n'en a que 9 des sièges. Il arrive à une vingtaine avec ses alliés du Parti communiste, très loin d'une majorité. Il a besoin des dizaines de députés qu'ont les socialistes à la Chambre des représentants pour avoir ces 79 voix qu'a la gauche dans son ensemble sur une chambre de 150 sièges, 155 sièges. Donc, il va devoir fonctionner par des alliances permanentes, dossier par dossier, et c'est pour ça qu'il a besoin de donner une place aussi importante à ce courant politique au sein de son gouvernement même, et c'est là où le rôle de Giorgio Jackson, son homme de confiance, son bras droit, va être fondamental, parce qu'il est l'homme qui va construire les alliances, essayer de les maintenir vivantes tout au long des années qui viennent pour ce gouvernement de M. Boric. Donc on voit à la fois les obstacles, les difficultés institutionnelles, la situation contrastée d'une victoire indiscutable, mais qui ne lui donne pas toutes les clés non plus de l'État et de la situation politique. On voit que c'est difficile et on voit aussi que les objectifs se sont un peu modérés sur le plan économique et social, en tout cas ça c'est sûr, entre la campagne électorale et la victoire électorale. Et c'est donc cette histoire-là que nous allons suivre et qui sera écrite par ce gouvernement Boric qui prendra ses fonctions le 11 mars 2022. À bientôt.